On a tous des souvenirs marquants, des dessins animés ou des séries qui ont bercé notre enfance. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que derrière ces phénomènes de pop culture se cache parfois une seule et même personne. Une figure de l'ombre dont le nom ne nous dit rien, mais qui a pourtant façonné l'imaginaire de millions de gens. Alors, petit jeu, quel est le point commun entre tout ça? Les Power Rangers, Inspecteur Gadget, Goldorak, et même des films récents avec Tom Hanks ou John Travolta. À première vue, ça ressemble à un grand méli-mélo. On a des héros franco-japonais des années 80, des super-héros américains des années 90, des stars d'Hollywood. A priori, aucun rapport. Et pourtant, il y en a bien un. Et la réponse, c'est cet homme, Haïm Saban. Un nom qui, je parie, ne dit pas grand-chose à la plupart des gens. Et pourtant, son histoire est absolument incroyable. C'est le parcours d'un homme qui est passé de compositeur de génériques cultes à la tête d'un empire médiatique de plusieurs milliards de dollars. Pour comprendre comment il a réussi ce tour de force, il faut revenir au tout début. Parce que son histoire, elle ne commence pas du tout à Hollywood, mais bien loin de là. Et c'est d'abord dans la musique qu'il va connaître ses premiers succès. Regardez un peu ce parcours. Né en Égypte, il part en Israël, puis tente sa chance en France dans les années 70. C'est là que sa carrière de producteur et compositeur décolle vraiment. Assez pour lui permettre de débarquer à Los Angeles en 1983 avec un joli pactole d'1 demi-million de dollars. Pas mal comme point de départ. Et c'est là que ça devient fou. Ulysse 31, les mystérieuses cités d'or, Inspecteur Gadget, la liste est longue. On a tous ces génériques en tête, on les a fredonnés des milliers de fois sans jamais savoir qui était derrière. Eh bien c'était lui, Haïm Saban, souvent avec son partenaire Shuki Levy, il a littéralement composé la bande-son de toute une génération. Et comme si ça ne suffisait pas, juste avant de partir à la conquête de l'Amérique, il place un dernier coup d'éclat en Europe. Il produit la chanson qui remporte l'Eurovision en 1983 pour le Luxembourg. Ce qui prouve bien une chose, bien avant les Power Rangers, Saban était déjà un poids lourd de l'industrie musicale. Allez, on avance dans le temps et on arrive au moment qui va absolument tout changer. Pour sa carrière, mais aussi pour l'industrie de la télé pour enfants. Et tout ça part d'une découverte qu'il fait au Japon. Lors d'un voyage d'affaires, Saban allume la télé de son hôtel et tombe sur une série du genre Sentai. Des héros en costumes colorés, des combats contre des monstres, des robots géants. Il est fasciné. Il sent qu'il y a un potentiel énorme, mais il sait aussi que, tel quel, ça ne marchera jamais sur le marché américain. Et c'est là qu'il a son coup de génie. Plutôt que de tout refaire, il invente une méthode hybride, super rentable. L'idée est simple, il achète des droits de la série japonaise, il garde toutes les scènes d'action en costume, c'est la partie la plus chère à produire, et il tourne de nouvelles scènes avec de jeunes acteurs américains pour toutes les parties de la vie de tous les jours. C'est du recyclage intelligent, un vrai remix de série. Le résultat, c'est un raz-de-marée. En 1993, les Mighty Morphin Power Rangers débarquent et le succès est instantané, planétaire. La série explose les audiences, les ventes de jouets s'envolent, c'est un véritable phénomène culturel. Saban a trouvé sa formule magique. Mais Saban n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Il va se servir du succès monumental des Power Rangers comme d'un tremplin pour voir beaucoup plus grand. Il ne veut plus être juste un producteur, il veut devenir un magnat des médias. Et sa stratégie est limpide. D'abord, il crée le contenu à succès. Ensuite, il s'associe à Rupert Murdoch pour créer la chaîne Fox Kids, comme ça il contrôle la production et la diffusion. Malin. Puis, une fois que l'ensemble a atteint sa valeur maximale, il vend tout à Disney. Et enfin, il prend tout cet argent et il recommence ailleurs. Et quand on dit vendre, regardez-moi ce chiffre. 5,3 milliards de dollars. C'est la somme que Disney met sur la table en 2001. 5 milliards. C'est l'une des plus grosses transactions de l'histoire de la télé. Ça donne le vertige quand on pense que tout est parti d'une simple idée d'adaptation. Alors, avec un chèque pareil, n'importe qui partirait à la retraite sur une île paradisiaque. Non, eh bien pas Haïm Saban. À peine l'encre du contrat sèche, il cherche déjà son prochain défi, un nouveau secteur à conquérir. Son nouveau terrain de jeu, ce sera le cinéma. Mais encore une fois, à sa manière. Pas de production de blockbuster hors de prix, non. Il crée Saban Films, une société de distribution. En gros, il achète des films déjà tournés et s'occupe de leur sortie en Amérique du Nord, en misant sur des projets avec des têtes d'affiche connues. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre question du début. Les films avec Tom Hanks et John Travolta, eh bien, ils ont été distribués par Saban Films. Ça montre bien qu'il a réussi à rester un acteur influent à Hollywood, même en changeant complètement de domaine. Bon, on a vu la musique, la télé, le cinéma. Alors au final, quel est l'héritage de cet homme au parcours si unique? Comment peut-on résumer une carrière aussi riche et variée? Eh bien, la consécration ultime, la voici. En 2017, il reçoit son étoile sur le fameux Hollywood Walk of Fame. Et cette étoile, elle ne récompense pas juste les Power Rangers, elle récompense l'ensemble de son œuvre, la musique, la télévision et le cinéma. C'est la reconnaissance de tout un milieu. Cette phrase résume finalement tout son parcours en 3 actes. Le compositeur qui nous a fait chanter,
l'entrepreneur qui a révolutionné la télé pour enfants, et enfin le distributeur qui travaille avec les plus grandes stars du monde. Rien que ça. L'histoire de Haïm Saban nous rappelle que derrière nos souvenirs les plus chers se cachent parfois des stratégies, des visions et des personnalités hors du commun. Et ça amène à se demander combien d'autres architectes de l'ombre comme lui ont bâti les mondes imaginaires qui nous ont fait rêver.